L'identité congolaise, la nationalité congolaise, la congolité fait débat en République démocratique du Congo. Nous allons aborder cette question sensible en remontant les temps jusqu'à l'époque coloniale pour en savoir un peu plus. Messieurs et dames, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans le jeu. Bienvenue. Les jours et les années passent, mais nos traditions, elles, n'ont pas du tout changé. Place à présent à Eche Homo. C'est l'invité du jour. Banza Malale Makuta Gabriel. Banza Malale est avocat au barreau de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il a été avocat du collectif des avocats de Joseph Kabila aux contentieux électoraux de 2006. Il est professeur aux facultés de droit d'université. Banza Malale Makuta Gabriel est le président national de l'Alliance des Patriotes pour la réforme de l'État du Congo APRECO, un parti sociétaire du FCC. Pour ces Banza Malale, l'actualité en tout cas en République démocratique du Congo reste dominée par l'éruption volcanique de Goma avec son cortège des malheurs. On procède même déjà à l'évacuation de la population. Nous sommes quasiment à bord d'une crise humanitaire. C'est une calamité naturelle, c'est vrai, mais que l'homme peut prévenir. Mais cette fois-ci, la prévention n'a pas marché. Pourquoi? L'OVG, l'Observatoire volcanique de Goma, n'a pas pu surveiller les activités de ces volcans pendant près de 7 mois. Pour ces Banza, il y a eu mort d'homme. Comment établir les responsabilités? Merci beaucoup pour l'opportunité d'abord que vous m'accordez, celle de passer encore une fois devant vous. La question que vous posez, elle est très complexe dans la mesure où, si nous devons l'examiner, il faut soulever 2 aspects. Le premier, c'est la mauvaise foi des agents qui sont chargés à bien observer. La deuxième question serait peut-être le manque d'argent, auquel cas le gouvernement est pris à partie. Dans le premier cas, je pense que les agents de service public de l'État sont en train de traverser une période de vache maigre, faute de liquidité pour répondre aux devoirs qu'ils doivent exécuter rationnellement. D'où le problème de l'argent ici devient la cause principale qui fait que certains services de l'État ne soient pas à la hauteur de tâches que l'on attend d'eux. Et en ce qui concerne la responsabilité du gouvernement, que voulez-vous, pauvre gouvernement, combien de charges au même moment? Nous avons le problème de sécurité, des frontières, sécurité publique. Nous avons le problème de paix sociale. Chacun est en train de vivre de manière pratiquement artisanale. L'amélioration de conditions de vie de la population devient une équation à 1000 inconnus. Que faire? Je pense qu'il y a lieu de réfléchir pour repenser les choses autrement. Et moi, je pense, à mon niveau, il faut que nous soyons courageux pour dire le Congo est une grande puissance appelée à jouer un grand rôle dans le monde. Depuis 1960, cette puissance a été paralysée. Paralysée par le fait que la Belgique avait pris deux grands actes législatifs pour arrêter
le fonctionnement des grandes entreprises qui avaient déjà investi leurs capitaux dans le Katanga, dans les Grands Lacs et dans le Kivu, et ce, le 17 juin et le 27 juin. Donc même quand nous allons vers l'indépendance tcha-tcha-tcha, on était en train de se moquer de nous parce que l'État n'avait plus l'essence de sa puissance. Vous voulez dire que c'était un cadeau empoisonné de la part du Royaume de Belgique? Non, c'est pas moi. Si c'était un cadeau empoisonné parce qu'on l'avait voulu, moi je ne vois pas pourquoi, si on était intellectuel en ce temps-là, on devait demander l'indépendance politique nationale pour un État qui eut déjà été indépendant pendant 23 ans. EIC. Mais pourquoi ne pas recouvrer cette indépendance pour évoluer normalement comme le premier État en Afrique avec une préséance sur tous les autres États africains, avec tous les avantages que cela nous avait accordés? Dites-nous, EIC, État indépendant du Congo, alors que les Congos n'étaient pas indépendants comme tel. Quel contenu allez-vous donner à cette indépendance? Était-ce un bien sans maître ou un patrimoine commun de grandes puissances de l'époque? Non, il n'en est rien du tout. J'ai étudié de manière inquisitoriale tous les actes juridiques, notamment, administratifs aussi, même politiques de l'époque. Alors je me suis rendu compte que la Belgique nous a rendu un très mauvais service en torturant la situation juridique et réelle du Congo. Et j'ai trouvé cette mauvaise foi de la Belgique dans l'acte signé par le roi des Belges en date du 3 juin 1906, instruisant les 3 secrétaires généraux de l'État indépendant du Congo d'aller dans tous les 4 coins du monde pour altérer, falsifier la situation juridique du Congo en le présentant, c'est-à-dire en présentant celui-ci comme ayant été sa propriété privée, alors qu'il n'en était rien du tout. Mais on nous a toujours appris que les Congos étaient une propriété privée du roi des Belges, Léopold II. Il fallait attendre 1908 pour qu'il les cède à la Belgique, n'est-ce pas? Non. Il a présenté l'État indépendant du Congo entre le 26 février 1885 et le 2 juillet 1890. Il présentait le Congo comme une propriété privée parce que son ambition était de trouver une colonie à la Belgique. Malheureusement, juridiquement, ce n'était pas possible parce qu'à l'intérieur même de la Belgique, cela était impossible. Pourquoi? Parce que la Constitution, en son article 62, la Constitution belge de 1830, interdisait au roi des Belges d'avoir 2 couronnes. En plus, sur le plan international, en vertu d'un décret et d'un traité signé à Londres le 20 janvier 1831, la Belgique était consacrée comme étant un État neutre, perpétuellement neutre. À ce titre, elle ne devait pas entrer dans la guerre des prédation en conflit avec les autres puissances. Oui. Et alors, à la Belgique, on reconnaissait la puissance comme ce que nous appelons aujourd'hui le pouvoir judiciaire. Donc la Belgique devait juger toutes les crises qui devaient naître dans la communauté de 4-5 puissances de l'époque. Le Royaume de Belgique avait presque les statuts de la Suisse aujourd'hui, estampillés pays neutre. Oui, et même nous avions aussi été traités établis comme un État devant être neutre et perpétuellement neutre. Et c'est pourquoi Mobutu, face au conflit politique entre l'Est et l'Ouest, en même temps aussi le centre, c'est-à-dire l'Afrique, Mobutu a dit nous ne sommes nous sommes ni à droite ni à gauche, encore moins au centre. Cette indépendance consistait à ce que pas une seule puissance dans le monde ne puisse se prévaloir avoir
le dessus sur le Congo. Et cela faisait que le Congo était indépendant de toutes les 14 puissances, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre et toutes les autres. Non, ce n'était pas un patrimoine commun, c'est un État égal à lui-même. C'était un État égal à lui-même. Donc, à ce titre, il n'y avait pas lieu de prétendre qu'il était subordonné, le Congo devait être subordonné à un régime international. Pour ce Banza Malale, l'EIC n'était pas un bien sans maître, encore moins un patrimoine commun des grandes puissances de l'époque. Mais je reviens sur ça. Quel contenu donnez-vous à ces statuts d'État indépendant? Il faut d'abord que l'on se dise une chose. Le Congo est né, ou il est conçu par les savants, par les scientifiques et les génies, comme on irait à la faculté de Polytechnique dans un laboratoire, on crée quelque chose. C'est ça le Congo. Il n'y a pas un seul État dans le monde qui ait été créé à l'égal du Congo. Il n'y en a pas. Donc c'est l'unique de son genre. Et à ce titre, quand on le crée, les États ne sont pas concernés. Ce sont les puissances, et ce sont les scientifiques, les génies et les savants d'Europe et des États-Unis qui réfléchissent autour de la problématique de la délivrance de l'Afrique. Une délivrance contre la traite des esclaves. Une délivrance qui crée en quelque sorte, une délivrance qui rend l'homme africain indépendant de tous les contingentements à caractère naturel, à caractère politique et de tout autre. Donc c'était ça le souci. Il n'était rien de faire du Congo un État plaçable sous le régime de la colonisation. Tant bien même que cela pouvait être, les États-Unis ne pouvaient pas marcher avec les autres. Parce que déjà aux États-Unis, près d'un siècle avant, on avait déjà décrété, près de 50 ans avant, on avait déjà décrété le régime de la décolonisation. Et les États-Unis eux-mêmes sont créés sur base du Bill of Rights, c'est-à-dire la liberté et le respect des libertés et droits fondamentaux de l'homme. Donc les États-Unis qui luttaient pour l'indépendance de l'homme noir et les États-Unis qui luttaient pour le retour de l'homme noir en Afrique, oui, sa terre natale, les États-Unis ne pouvaient pas se mettre sur le chemin où on pouvait créer quelque part en Afrique un État dépendant d'une politique internationale pourrait-elle venir. Donc, c'est une mauvaise appréhension de la chose. La congolité, professeur, parlons-en, l'identité congolaise, la nationalité congolaise en tout cas, ça fait débat. Si nous pouvons remonter les temps, voire même à l'époque belge, pour comprendre qui est congolais et qui ne l'est pas. Quand vous parlez de l'époque belge, c'est-à-dire à partir de 1908, moi j'aime que l'on commence même avant, parce que le Congo existait déjà. Même la conférence de Berlin, c'est ça l'EIC. Parce que l'EIC vient d'être créé comme tel le 29 mai 1885, 2-3 mois après la conférence de Berlin. Donc l'État que l'on venait de créer par la conférence, en vertu de la signature de cet acte-là, va avoir la première dénomination, à savoir celle de l'EIC, État indépendant du Congo. Lisons maintenant l'acte constitutif de cet État-là. En son article 5, cet acte précise ceci: la population du Congo est composée des nationaux et des étrangers. Donc le concept national ou des nationaux est un concept qui existe déjà bel et bien. Mais c'est oui, qui était en ce moment-là national et qui n'était pas national. Il s'agit des peuples ressortissants des anciens États ethniques, des anciens États traditionnels de droit coutumier, des anciens empires et royaumes de droit
de droit coutumier. Tous ceux-là mis ensemble, ils formaient la nation. Donc, vous ne pouvez plus dire que vous êtes au Congo, vous êtes Congo, né Congo comme on le dit, vous êtes Muluba, vous êtes Chokwe, vous êtes non, vous devez vous sentir fiers d'être tous un dans la nation congolaise. Et ça, c'est une démarche mathématique, une démarche scientifique qui exige que les uns et les autres prennent conscience pour que nous soyons la nation congolaise. Et alors, parce que nous devons être cette nation congolaise, mais elle est créée par qui? Ce n'est pas par toi, ce n'est pas par moi, c'est encore plus les savants qui ont siégé à Berlin et qui disent, non, ce n'est pas d'Europe seulement, de l'homme européen et américain, c'est-à-dire les savants, les scientifiques et les génies d'Europe et des États-Unis, quand ils se mettent ensemble et ils réfléchissent autour du Congo, finalement, ils créent des matières, des références à quoi nous devons à tout moment nous référer, permettez la tautologie. Donc, ici, cette nation-là, dès lors qu'on l'a créée en dehors de nous, en 1960, nous cherchons à avoir le pouvoir. Mais nous ne comprenons pas le pouvoir lui-même, c'est quoi? Et la nation, c'est quoi? Par rapport au concept de population. Vous allez vous rendre compte, on a toujours étudié que les éléments constitutifs d'un État sont le territoire, la population et le pouvoir. Donc, oui, cette population-là déjà était composite. Elle est composée des nationaux, dont le résultat vient de vous être démontré maintenant, et des étrangers. Et les étrangers, c'est qui? Quand vous lisez l'article 6, il s'agit des commerçants. Il s'agit des touristes. Il s'agit des missionnaires. Les missionnaires, il faut étendre le concept aujourd'hui, par exemple, les missionnaires de l'ONU, ils font partie de ces étrangers qui sont ici chez nous et ils ont l'identité congolaise. D'où la question de l'identité congolaise doit être définie par rapport à sa population, laquelle est composite. Dès lors qu'elle est composite, elle comprend les nationaux et les étrangers. Il faut savoir, quand vous êtes congolais, vous devez savoir et dire aux gens, vous êtes national ou vous êtes étranger. Mais si vous êtes étranger, vous avez accès simplement aux activités à caractère commercial ou des touristes, touristiques donc, ou alors des missionnaires. Vous ne pouvez pas faire la politique. Mais tandis que les nationaux, c'est ceux-là qui s'identifient à la nation congolaise ou à l'État du Congo par le fait de leur relation entre eux et le sol de leurs ancêtres. Si quelqu'un s'identifie au Congo comme ressortissant d'un tel village, à côté d'un tel arbre ou à côté d'un tel champ, celui-là, il est congolais mais national. Mais celui que vous voyez ici, qui se promène avec le véhicule de la MONUSCO par exemple, il est congolais mais étranger. Donc parce que l'évidence est celle-là. Mais maintenant, la nationalité congolaise, elle se définit en fonction de ce concept de l'appartenance au sol, de la relation que nous avons par rapport au sol. Et si c'est par rapport au sol de nos ancêtres, je suis national. Et ipso facto, j'ai la nationalité congolaise. Pourquoi elle est exclusive? Elle est exclusive parce que vous ne pouvez pas avoir à la fois, donc à la même seconde, deux appartenances au sol congolais. Vous n'en avez qu'une seule. Vous voulez parler de la double nationalité. Cette double nationalité, c'est une danse qui ne nous concerne pas. Elle ne nous concerne pas parce que, même en France, la France dont nous nous inspirons, la Constitution de 1958 met en place 5 grands principes. C'est même la 5e République. Oui, c'est la 5e République, je voulais dire. Il y a
la démocratie, le principe de la démocratie, de la responsabilité du gouvernement vis-à-vis du Parlement. Il y a celui de la séparation de trois pouvoirs. Il y a la suprématie ou alors l'indépendance du juge. Et le dernier principe fondamental de cette République, c'est quoi? L'association de la République française avec les peuples d'outre-mer. En d'autres termes, mathématiquement parlant, la République est une chose, les peuples d'outre-mer, c'est une autre. Mis ensemble, ils forment l'État congolais. C'est là, plutôt l'État français. Et cela va s'expliquer dans l'intervention notamment des peuples d'outre-mer pour juguler la crise algérienne. Donc pour vous dire, en ce temps-là, il y a une option fondamentale en France qui fait que l'on ne doit plus considérer comme étrangers les peuples d'outre-mer parce que leur participation est à l'économie française et même à la sécurité française, cette participation-là est déterminante. D'où, là où on parle du patriotisme français, il faut aussi tenir compte de la France République et de la France Outre-mer. Mis ensemble, ça forme les peuples qui ont deux origines différentes. D'où d'où moi, Français, moi, aujourd'hui, Houphouët-Boigny, Ivoirien, par rapport à la France, je deviens français par le fait de cette association-là, parce que je suis ressortissant de territoire d'outre-mer. Et c'est en ce moment-là que l'on parle de la double nationalité qui ne trouve pas la même explication ici chez nous. Et c'est pourquoi vous allez voir dans la Constitution, ou alors le constituant français de 58 de la 5e République, ce constituant-là était composé de 7 membres, parmi lesquels 5 Français, un Africain et un Antillais. Donc, c'était Houphouët-Boigny, il était membre, ministre d'État à l'époque. Il y avait M. Mfelin, qui était aussi membre de cette constituante. Pour vous dire que cette question n'a pas le même contenu ici chez nous. Nous, on n'a pas besoin de la double nationalité. On a plutôt besoin de l'identité congolaise. C'est pourquoi cette identité congolaise, Mobutu a tenté de gesticuler là-dessus. Je crois que les chercheurs qui étaient sur ce chemin-là n'avaient pas toute la documentation suffisante. Mais il faut parler de la naturalisation. Un étranger peut être naturalisé congolais. Et quand vous êtes naturalisé congolais, vous avez la nature congolaise. Et il peut faire de la politique. Ça dépend d'est-ce que les conditions par rapport à l'évolution. C'est là qu'on parle de la grande et de la petite nationalité. Non, ça ce sont des concepts qui n'ont pas mis les gens à l'aise sous Mobutu. Petite naturalisation, grande naturalisation, c'était pourtant un processus. Pour que l'on puisse avoir l'identité congolaise, il faudrait remplir certaines conditions. Ne serait-ce que parler avec maîtrise une langue de chez nous. Donc vous comprenez, je vois ici, il y a M. Chalumpa. Paix à son âme, hein, Chaloupa. Il est déjà mort. Il est déjà mort? Oh, paix à son âme. Il a gagné. Il parlait bien le Swahili pour avoir vécu toute sa jeunesse à Uvira, à côté d'Uvira, dans les plantations de canne à sucre de Kiliba. Donc pour vous dire que ce monsieur-là avait toutes les raisons de se faire valoir congolais, mais il lui manquait simplement la formalité exigée par la loi. Donc ici, il y a le problème de la nationalité, de la naturalisation et de l'identification. Donc si vous voulez vous identifier congolais, venez au Congo. Et alors on va savoir vous êtes qui. Moi je suis originaire du Congo. De quel coin du Congo? On va dire je suis de Bassankusu, par exemple. Ok. D'où vous avez la nationalité d'office d'ailleurs congolaise. Possé Banda Malale,
une personne qui a la nationalité congolaise, départ soit son père, soit sa mère, ce type de Congolais est-il pleinement congolais? Et peut-il prétendre à diriger ces pays au sommet de l'État, voulais-je dire? Oui, mais enfin, il est pleinement congolais. On ne peut pas les lui, on ne peut pas les lui refuser dès lors que dans son sang, dans son chef, on trouve qu'il y a l'un des parents qui est effectivement congolais. On lui laisse la latitude jusqu'à 18 ans révolus de choisir pour aller soit chez maman, soit chez papa. Dès lors qu'il partait chez papa, c'est suffisant pour dire que ce monsieur-là est congolais à part entière. On ne peut plus le lui refuser. Parce que dans le village de sa maman ou de son papa, il a une place d'un fils du terroir. Donc il ne faut pas que cette question puisse être examinée avec l'attention qu'on y apporte par d'autres États, notamment en France. Nous n'avons pas besoin de la double nationalité. Nous avons simplement besoin d'une seule nationalité. Pourquoi? Parce que celle-ci, elle est définie en fonction de l'appartenance au sol. Mais quelqu'un d'autre qui veut être congolais alors que c'est un étranger, on lui demande de se naturaliser congolais. Et pour se naturaliser congolais, il faut porter la nature du Congo. Il perd son ancienne nationalité et qu'il peut recouvrer. À tout moment. Mais maintenant, quand vous voulez vous naturaliser congolais, dites que non, moi je suis congolais, mais encore célibataire, majeur bien sûr, mais attaché à la tribu telle. Quelle est la langue de cette tribu-là? Quand on trouve que tu l'articules et tu as des relations intimes avec, enfin plus proches, avec quelques familles, mais vous avez la possibilité... Vous pouvez être ostensiblement chinois, mais marié à une Mongo de l'Équateur, et un tel chinois est largement éligible à la nationalité congolaise, n'est-ce pas? Oui, le fait déjà de... Oui, et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, si une guerre venait, où vous êtes voleur chinois, voleur ici chez nous, on vous attrape quelque part. On commence à vous chasser, vous allez courir vers votre belle famille. Et quand vous y arrivez, on va dire c'est un beau-frère, en quelque sorte. Chez les Mongos, il y a beaucoup de frères, mais tous ce sont laids. Mais celui-ci est beau. Il est tellement beau parce qu'il a épousé notre fille. Donc, vous comprenez un peu. Ce sont les réalités sociologiques qu'il faille bien mettre dans notre entendement pour diluer cette question et lui donner, la diluer dans les considérations objectives quoi, et positives. Alors, professeur, crèvons l'abcès, arrêtons de tourner autour du pot pour avoir les ambitions présidentielles. Ici en République démocratique du Congo, faut-il nécessairement être né des pères et des mères congolais? Parce que c'est ça le débat actuellement. Et pourquoi est-ce qu'on exige d'abord ce principe-là? C'est lui d'avoir papa et maman, tous congolais. Nous acceptons parce qu'il faut éviter la traîtrise. Si vous avez vous êtes un sang au lait, c'est plus facile face au conflit d'intérêts que vous puissiez sacrifier la patrie au profit de la patrie de maman ou de papa qui ne soit pas congolais. Donc vous comprenez, c'est une précaution qui est valable. Maintenant, je pose la question, je me pose toujours la question. Si vous trouvez quelqu'un qui n'a fait que de la loyauté, du patriotisme vis-à-vis du Congo, pour quelle raison précise? Oui, il est attaché au Congo et il en fait mieux que vis-à-vis de tous les autres États du monde. Pourquoi on va lui refuser ça? Moi, je crois qu'il faille bien plutôt créer une commission destinée à examiner les différentes candidatures pour voir
qui est celui qui peut réunir les conditions de fond et de forme de la définition de patrie. Oui, c'est ce qui est important parce qu'on y insiste. Et alors, on va prendre celui-là, il viendra. Mais que dit-on de ceux qui sont chefs à des hiérarchies différentes ici au Congo et ils ne font que piller le Congo par rapport à eux? En quoi? Il n'y a aucun doute sur mais pilleurs de la République. Donc je crois qu'il faut relativiser la considération autour de la définition de celui qui peut être président de la République. C'est un débat dangereux, hein, nous devons être fiers d'être Congolais parce que nous, qui nous promenons à l'extérieur du Congo, quand vous vous présentez Congolais par rapport au Congo, les gens s'arrêtent et ils commencent à vous admirer. Parce que c'est nous qui ne connaissons pas la valeur du Congo. Allez à l'extérieur. Moi, j'ai été plusieurs fois au Japon, par exemple. Je cite le pays le plus lointain d'ici. J'y ai déjà tenu au total 13 conférences. Mais la manière dont les Japonais ont de l'admiration pour le Congo, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Vous vous imaginez un grand pays aux infrastructures aussi solides que le Japon arrive à se retrouver devant un mystère que l'on appelle le Congo. Malheureusement, nous-mêmes, nous ne connaissons pas la valeur de notre pays. Un vent nouveau souffle en République démocratique du Congo au rythme de l'union sacrée vision du chef de l'État. Les assemblées provinciales, les gouverneurs tombent les uns après les autres. Les grands Katanga n'est pas du tout épargné. C'est qui les prochains sur la liste? Parce que les derniers gouverneurs à tomber, c'est bel et bien Zoé Kabila, professeur Banza Malale. Déjà, nous sommes en face d'une vision du chef de l'État. Une vision qui sous-tend l'union sacrée. Moi, je suis FCC et j'ai refusé d'adhérer à cette union sacrée parce que... Oui, je suis député comme politique. Je suis dans mes fonctions avec toute l'indépendance que m'accorde la Constitution et les lois de ce pays. Je voudrais vous dire que quand on parle de l'union sacrée, je ne sais pas c'est quoi. C'est la vision du chef de l'État. Oui, si c'est la vision du chef de l'État, je connais déjà une vision dans ce pays qui a fait 16 ans, elle s'est estompée. C'est la vision que Léopold II avait sur le Congo, celle de créer une colonie pour la Belgique. Elle s'est estompée parce que la volonté de la loi, à l'intérieur comme à l'extérieur, je venais de l'expliquer, avait empêché à Léopold II d'avoir une double couronne. C'est une vision qui doit être, comme il le dit lui-même, le peuple d'abord, l'incarnation de la volonté du citoyen congolais. Et cette incarnation-là va être dégagée par le fait que des hommes conscients, des hommes scientifiques, des hommes réfléchis, réfléchissent sur la question pour lui donner son contenu, sa valeur et ses effets, à la fois politiques, économiques, financiers, sociaux, culturels, administratifs, juridiques. Là, vous trouverez le professeur Banza Malale prendre la craie et je serai le premier à enseigner ça parce que j'ai un support. À l'état actuel des choses, il n'y en a pas. Et il est difficile de créer cette vision-là, la matérialiser. Vous demandez au professeur Banza d'être adepte de cette vision parce que j'enseigne. Je veux dire aux étudiants, venez suivre la vision du chef de l'État. C'est le premier chapitre et le dernier. Point, trait. Mais il faut en donner le contenu, la valeur et les effets, comme je dis. Un peu de patience, hein? Ça commence à venir. Ça devait bien sortir avant la proclamation. Ça devait... Oh là là. Oh là là. Ça, ce sont des choses que chaque dirigeant responsable garde dans sa bouche comme un slogan à imposer à la mémoire de chaque Congolais, de chaque sujet, donc de chaque gouverné. Si vous ne venez pas contre l'impunité, c'est que vous n'êtes pas responsable.
si ce n'est que pour... Ça ne doit pas non plus être un slogan, professeur. Non, je dis ceci, quand j'appelle ça slogan, ça doit être une chanson comme l'hymne national, une chanson que nous utilisons et avec laquelle nous dormons dans notre berceau. Lutter contre la fraude, lutter contre l'impunité, bref, la bonne gouvernance, ça doit nous accompagner même au-delà de nos chambres. Pour vous dire que ce slogan, on maîtrise mieux le slogan que les chansons. Donc vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que ici, moi j'attends que le contenu soit donné, mais sinon, parce qu'on parle de l'union sacrée, j'en connais déjà dans notre pays. Oui, j'en connais déjà dans notre pays. En les années 90, nous ont produit aussi une union sacrée. Malheureusement, son organisation et son fonctionnement ont participé aux pillages qui ont détruit tout le tissu économique. Donc, j'ai peur et toute la réticence, l'histoire se répète. Mais néanmoins, parce que vous parlez du Katanga, ça souffle là chez nous, ça souffle comme ça souffle partout ailleurs. Nous nous observons. Et les gens sont là en train d'accueillir un nouveau-né, c'est-à-dire l'union sacrée, sans en connaître c'est quoi. Oui, mais en fait, ça s'impose, c'est très souhaitable. C'est très important. Et il faut noter que l'éléphant du Katanga, Baba Kyungu, est de retour à l'Assemblée provinciale. Je suis très content pour son retour parce que Kyungu, c'est l'incarnation de l'UDPS. Quand moi je parle de Kyungu comme UDPS, c'est l'UDPS des 13 parlementaires. Kyungu en tant que UDPS, il est différent de Kyungu UNAFEC. Il est différent de Kyungu des UDPS actuels parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup des UDPS. Mais Kyungu, c'est cette UDPS qui incarne la véritable démocratie qui était dans l'esprit des 13 parlementaires. Qu'il y revienne, je pense qu'il pourra se démarquer pour apporter l'esprit qui manque à ceux qui aujourd'hui sont en train de profaner le nom de l'UDPS en le subdivisant en plusieurs branches. Parce que cette UDPS-là, c'est la nation congolaise, organisée politiquement sous le socle de la démocratie. Zoé Kabila, Kiaboula, Mouyej aussi, serait sur la sellette. C'est qui le prochain sur la liste? Kiaboula avait déjà été bousculé un peu. Il a vite adhéré à l'Union sacrée. Oui, il a adhéré à l'Union sacrée par rapport au travail qu'il est en train de faire dans la province. Je pense qu'il sera très difficile de le bousculer parce que les gens qui le mettent là-bas, c'est d'abord nous les députés. Et nous pensons que la manière dont il se comporte, nous sommes tous témoins du travail qu'il fait. On a aussi tenu ce même discours pour Zoé Kabila, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, il n'est plus aux affaires. Oui, Zoé Kabila, je vous informe, je viens de Kalemi, où j'enseigne aussi à l'université. C'est que moi, je suis un natif de Kalemi. C'est que... Vous n'avez pas reconnu votre Kalemi natal? Non, je vous dis, il y a 5 ans, Kalemi était une porcherie. La belle ville de Kalemi. Depuis 2 ans que ce jeune gouverneur est à la tête de la province de Tanganyika, je vous dis, celui qui vient de Kalemi ne peut plus être complexé quand il est à Kinshasa, quand il est à Lubumbashi. D'ailleurs, des milieux aussi sales de ces 2 villes peuvent même le faire tiquer. Kalemi a fait du travail spectaculaire. On m'a dit que par la suite d'une démarche politicienne, il a été évincé. Nous pensons que tous ces députés-là, ça c'est moi qui pense, tous ces députés-là auront des comptes à rendre à leur souverain primaire. Kalamingite, comme on le dit, on votera encore. Toko voter l'Issoussou. Je vous dis, Zoé est à ce jour incomparable par rapport à ses prédécesseurs. Et dans cette république tout entière, je me promène à gauche et à droite,
on peut à la limite le comparer à Jacques Kiaboula. Je n'ai pas été à Kolwezi pour voir ce que Mouyez a fait. Mais on le vante. La population, ceux qui en viennent, ils disent, oui, mais ça se transforme de manière spectaculaire. Mais si l'union sacrée doit lutter contre ces gens-là, donc la définition de l'union sacrée, c'est l'antithèse du bien pour la population, du bien pour le peuple. Donc c'est ce que je peux croire. Laissez vivre les choses et on vivra ce que la réalité va nous réserver. L'union sacrée doit se cacher derrière les individus, par ailleurs rares, qui ont la conscience de faire du travail. À mon analyse, Zoé est un modèle. Kiaboula, c'est un modèle. Mouyej, c'est aussi un modèle. Ce n'est pas parce qu'ils sont katangais, mais les peu d'informations que j'ai sur eux sont très fiables, solides et stables. Les déstabiliser, c'est créer un vide par rapport au remplacement des leaders appelés à gouverner les provinces. Est-ce une bombe à retardement, professeur? Nous allons nous retrouver, nous allons nous retrouver. Cette bombe, ça va être quoi? Ce n'est pas une bombe arme chimique ni atomique. Oui, ça va être tout simplement que on va remplacer les meilleurs pour mettre les voleurs, les pillards et les pilleurs. C'est ce qui va être. J'ai entendu même, j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'on accuserait l'élément principal contre Zoé, il aurait détourné 2 millions des comptes finaux des anciens membres de gouvernement qui l'ont précédé. Mon frère, par rapport à la qualité du travail, 2 millions, c'est une goutte d'eau. Si on ne peut le poursuivre que pour ça, c'est de la mauvaise foi. Non, mais ça c'est un. C'est de l'argent de la République. Non, j'ai dit d'abord ceci. D'abord, le détournement, c'est une bonne infraction. Il faut qu'on se le dise. Par rapport au vol, le détournement, c'est une meilleure infraction. En quoi c'est une meilleure infraction? Parce que vous pouvez mal destiner l'argent. Au lieu de payer à au lieu d'en payer à des individus, vous allez investir ça dans ce qui est social. Donc vous comprenez, ces ministres, entre guillemets, qui n'ont que beaucoup mangé comme ministres, ils acceptent encore s'enrichir davantage au détriment de la population parce qu'il y a un décompte final qui doit venir. Entre guillemets, c'est un droit. Mais je vous dis ceci, si on poursuivait Zoé pour le vol des deniers publics, je pouvais applaudir. Mais on le poursuit pour le détournement. Encore que ce détournement n'est pas possible dans la mesure où le gouvernement central ne fait pas les rétrocessions de 40% à des provinces. Mais le gouvernement central va se précipiter pour faire la rétrocession en faveur de quelques ministres parce qu'il s'agit du décompte final. Est-ce que vous voyez que c'est logique? Si c'est fait, c'est très dangereux. Zoé Kabila, les Robin du Bois des temps modernes. L'inspection générale des finances est sur toutes les lèvres. En tout cas, aucune entreprise, publique ou privée, n'est épargnée. Aucun mandataire, aucun gestionnaire public ou privé. Comment appréciez-vous ce travail abattu par l'IGF, qui a les vents en poupe en tout cas à ces derniers temps? Je préférerais pour cette question-là, pour des raisons de la nature technique de cette institution, je préférerais garder le silence. Je donne, ça me gêne. Non, je n'ai pas tous les éléments définitionnels à la fois de la structure et du travail qui se fait, ainsi que de l'incidence de ce travail par rapport à l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est pourquoi honnêteté scientifique oblige. Ma conclusion est que, merci beaucoup. Je vois que vous êtes en train de prendre de la taille par rapport à votre imposition. Je vous lis tous les jours.
sur les lignes des réseaux sociaux, Petit Poisson deviendra grand. On a commencé trop loin chez Mirador. Aujourd'hui, vous êtes dans ces conditions. J'ai pris simplement le Très-Haut, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne davantage l'intelligence, la sagesse, la vie, la sécurité. Je suppose que cette fois-ci, vous ne serez plus arbitre d'un conflit comme celui que nous avons assisté, qui avait poussé certains de nos compatriotes en prison pour s'être battus sur le ring en face de John. Je suppose que cela n'arrivera plus jamais. Plus jamais. Je sais que vous n'êtes plus souvent à Kinshasa, mais chaque fois que vous êtes là, on ne manquera pas de vous traquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John. Merci. Le professeur Banza Malale a été suffisamment clair. Il a abordé la question de l'identité congolaise, de la nationalité congolaise, sans langue de bois, sans passion, sans détour et sans embâche. Il n'y a pas de commentaires à faire de notre part et au plaisir de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des enjeux. Au revoir.